Europe 1. 8h14, votre invité Sonia Mabrouk ce matin est philosophe. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Dans cette campagne présidentielle, l'histoire a fait une irruption spectaculaire. Chacun des candidats faisant référence à sa manière à l'histoire. Pourquoi, selon vous, cette tentation de revivre les événements présents à la lumière de querelles passées qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui? Pourquoi? Écoutez, ce n'est pas très surprenant. Souvenons-nous de 2017. Le candidat Emmanuel Macron, entre les deux tours, est allé d'abord à Oradour-sur-Glane et ensuite au musée d'histoire du judaïsme. Mmh. Et il a fait une allusion très lourde à l'actualité, en disant que il fallait se souvenir de l'histoire pour éviter qu'elle ne revienne. Suivez mon regard. J'avais été à l'époque très choqué par cette manipulation, par cette instrumentalisation des morts. Quoi qu'on puisse penser du Rassemblement national, ce n'était pas l'occupation allemande, ce n'était pas Auschwitz. Et il me semble que le devoir de mémoire, c'est d'abord de préserver l'indisponibilité des morts. Et si je reviens à cet événement, c'est que, en effet, il y a en Europe une obsession antifasciste et anti-nazi. La carrière posthume d'Adolf Hitler est très riche. Et justement, si nous avons tant de mal à voir ce que nous voyons, c'est que nous voyons à la place la bête immonde, la peste brune, le retour des vieux démons. Vous voulez dire qu'on est incapable aujourd'hui de nommer finalement les menaces ou les défis du présent à cause du poids du passé qui revient sans cesse et que nous convoquons sans cesse? Oui, parce que l'histoire, disait Paul Valéry, est la science des choses qui ne se répètent pas. Et précisément, la tragédie actuelle n'est pas le retour des vieux démons. C'est quelque chose d'inouï. La France est en train de devenir une petite nation. J'utilise ce terme au sens où Milan Kundera l'emploie dans un article très heureusement republié aujourd'hui, Un Occident kidnappé ou la tragédie de l'Europe centrale. L'article était paru dans Le Débat en 1983. Voici comment il définit la petite nation. La petite nation est celle dont l'existence peut être à n'importe quel moment mise en question, qui peut disparaître et qui le sait. Un Français, un Russe, un Anglais n'ont pas l'habitude de se poser des questions sur la survie de leur nation. Leurs hymnes ne parlent que de grandeur et d'éternité. Or, l'hymne polonais commence par le vers « La Pologne n'a pas encore péri ». Mais précisément, la France, c'est la même chose. Aujourd'hui, on se dit, la France n'a pas encore péri. Et c'est ce qui fait qu'un grand nombre d'entre nous deviennent, comme malgré eux, des patriotes. Mais quand vous dites l'obsession antifasciste, donc elle n'est pas légitime selon vous, cette obsession, parce qu'elle est justement obsessionnelle? Non, et parce que elle se trompe complètement. Cette obsession antifasciste nous dit aujourd'hui que il est absurde de penser que c'était mieux avant. Elle criminalise la nostalgie à mesure que les choses s'aggravent. Et elle dit aussi la diversité, c'est notre lot. La diversité, c'est très bien. Malheureusement, pour l'empêcher, il y a la persistance de l'ordre patriarcal et le racisme systémique. La réalité est tout autre. Et d'ailleurs, on se dit, on n'a pas le droit de dire c'était mieux avant. Mais interrogeons-nous sur ce qui viendra après. Qui peut rêver d'un avenir meilleur aujourd'hui? Franz-Olivier Gisbert, dans son livre Le Sursaut, dit « La France dans
30 ou 40 ans, risque fort de se fractionner entre réserves touristiques, zones de non-droit et république islamiste autonome. Voilà l'avenir où nous allons, et d'où la légitimité forte de la question: la France va-t-elle durer? La France sera-t-elle la France? Et c'est cette légitimité qu'on ne veut pas prendre en compte au nom, encore une fois, de cet antifascisme tout à la fois obsessionnel et anachronique. Et pour vous, Alain Finkielkraut, cette question, la France va-t-elle durer? On pourrait dire demeurer, c'est l'une des questions fondamentales. C'est aussi une question qui sera au cœur de cette campagne présidentielle sur le rapport à l'histoire. Je voudrais vous lire une partie, quelques lignes de cette tribune hier, publiée dans le Figaro, intitulée « Emmanuel Macron, 5 ans de brouille avec l'histoire de France ». Voici ce qu'écrit Jean-Marie Roire. Ni Napoléon ni De Gaulle n'ont voulu ouvrir la boîte de Pandore de nos divisions nationales. Ils ont chacun compris que ni la prise de la Bastille, ni Valmy, ni la Commune, ni Dreyfus, ni Vichy n'était un enjeu utile dans le monde nouveau qu'ils devaient affronter. Ils ont laissé les morts enterrer les morts. C'était sage, intelligent et hautement politique. Oui, c'est vrai. C'est une leçon contemporaine. C'est une leçon contemporaine, mais là, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ce grief à Macron. Les références à l'histoire, à Vichy, etc., ne viennent pas nécessairement de lui. Et il est assez légitime aussi aujourd'hui de prendre en compte notre histoire, mais là où je rejoins Jean-Marie Roire, c'est que les Français, une majorité de Français plaident non pour tel aspect de l'histoire contre tel autre, mais pour le droit à la continuité historique. C'est cette continuité qui est aujourd'hui remise en cause et qui doit, je crois, prévaloir et qui, très justement, sera un des objets de la campagne à venir. Continuité historique et continuité, certains diront aussi religieuse par l'histoire. Il y a eu des menaces graves proférées à l'encontre de fidèles catholiques lors de la procession à Nanterre. Nous en avons beaucoup parlé ici même à Europe 1. Le ministre de l'Intérieur a jugé bien sûr de tels faits tout à fait intolérables. Là encore, de quoi est-ce le révélateur? Est-ce que c'est une rupture avec une forme de continuité? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire une procession traverse un territoire à Nanterre et les habitants, les jeunes, considèrent qu'elle n'a rien à faire là. Donc les fidèles catholiques sont traités de coufards et on les menace d'égorgement, on leur demande de partir. Ce qui veut dire que, aux yeux de ces habitants, ce territoire est un territoire occupé. Et cela devrait nous inviter à réfléchir. Mais évidemment, nous ne le faisons pas, ou en tout cas, nous ne le faisons pas tous. Parce que les responsables politiques et les journalistes qui pensent en effet que le seul problème de la France, c'est la domination masculine et la discrimination généralisée, eh bien, ceux-là, ils ont frappe d'interdit, proscrivent, effacent tous les événements qui contredisent cette bonne parole. Et la lecture du Monde, à cet égard, est très édifiante depuis quelques mois. Le journal Le Monde. Le journal Le Monde, qui n'est plus le journal de référence, qui est devenu l'organe de la vigilance. Pas un mot sur les rodéos urbains, pas un mot sur les agressions antipolicières pourtant quotidiennes, sur les affrontements à Villeneuve-d'Ascq, à Oyonnax, à Angoulême, à Lyon, que sais-je encore. Selon vous ? Pas un mot non plus sur ce qui s'est passé à Nanterre, ou sur ce sondage de l'IFOP nous expliquant que 40% des lycéens mettaient leur religion au-dessus des lois de la République. Pourquoi ? Parce que cela va à l'encontre de la fiction antiraciste et antifasciste qui leur tient lieu de réalité. Et vous savez ce qu'ils vous répondront. Alors, Alain Finkielkraut, que c'est votre obsession à vous et votre lecture à vous du monde qui n'est pas conforme à ce qui se passe. Non, il l'efface. Je ne dis pas qu'il faut se focaliser dessus. Je dis
qu'il l'efface. Ce qui est absolument fascinant. Et surtout, cela veut dire que ces vigilants, en réalité, sont des vigiles. C'est-à-dire, l'information, c'est devenu, aux yeux de la presse progressiste, prétendument progressiste, un club select. Dans les années 80 ou 70, on avait envie d'aller au bain-douche ou au palace. Et il y avait des sbires qui vous regardaient, et si votre tête ne leur revenait pas, ils vous laissaient pas entrer. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire ces journalistes-là. Qui est laissé à la porte, justement, oui. j'allais dire, de ce monde progressiste, selon vous? Qui est laissé à la porte? Les événements mal fagotés, les faits réfractaires. Donc, ces vigilants sont des vigiles, ces vigiles sont des gros bras, des videurs de salles. Le reporter légitime, c'est celui qui est à l'affût de ce qui survient. Le journaliste d'aujourd'hui, c'est le gros bras qui trie les faits et qui fout dehors la majorité d'entre eux parce qu'ils ne lui conviennent pas. Et c'est très exactement ce que fait cette presse prétendument progressiste. Ce matin, c'est une attaque en règle contre le journal Le Monde que vous proférez ici même. Là, et il se gêne... Par rapport à qui? Par rapport à moi, entre autres. Par rapport à Jacques Julliard. Ariane Chemin a écrit un article tout à fait fascinant. Depuis 2002, sont revenus en France les listes noires. Les listes noires. Les listes noires. C'est très simple. Les intellectuels, si vous voulez, ne s'aiment pas forcément entre eux, parce qu'il y a des rivalités, etc. Mais une amitié civique existait du fait d'une même réflexion sur le totalitarisme. Une forme de confraternité. Cette amitié a volé en éclats sous le coup du livre de Daniel Lindenberg, comiquement intitulé « Le rappel à l'ordre, enquête sur les nouveaux réactionnaires ». C'est la liste noire des intellectuels qui font le procès de l'islam, qui font le procès de la culture de masse, qui osent dire qu'il y a une vague d'antisémitisme, dont la réalité, écrit-il, est sujette à caution. C'est Pierre Rosanvallon qui a commandité ce livre. C'est la Dream Team, donc je suis très fier d'être dedans, mais attendez. Attendez, c'est un règlement de compte en direct, là, que vous nous faites. C'est pas un règlement de compte. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? C'est-à-dire, on dresse des listes de suspects. Éric Zemmour intervient dans la campagne. Éric Zemmour a, selon Marcel Gauchet, un effet positif sur l'agenda parce que un certain nombre de réalités mises sous le tapis, de thèmes incontournables apparaissent grâce à lui. C'est bon pour la démocratie, dit-il. Eh bien, il est suspect, comme Jacques Julliard, l'une des plus hautes figures journalistiques françaises, un homme de gauche, comme moi, Vincent Trémollet de Villers. Voici ce qui est écrit dans un article du Monde. À l'automne, l'establishment a laissé un homme qui défend la théorie raciste du grand remplacement, agite le spectre de la guerre civile et multiplie les provocations sexistes et homophobes s'imposer comme un candidat crédible à la présidentielle. Bref, Le Monde affirme que certains intellectuels ont participé à la montée, à l'installation d'Éric Zemmour comme un candidat aujourd'hui. C'est grotesque, c'est totalement diffamatoire. Ni Jacques Julliard, ni Marcel Gauchet ne sont des partisans d'Éric Zemmour. Je ne parle pas de moi parce que, avec la révolution culturelle en cours, notamment néo-féministe, je suis devenu l'homme à abattre. Oublions-moi, ma présence sur Terre est un scandale et ces journalistes comptent les jours. Peut-être qu'il n'y en aura pas tellement. Bon, mais voilà. De quoi ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit simplement l'inquiétude des Français ou d'un grand nombre de Français pour la persistance dans l'être de la France est absolument légitime. Zemmour est-il à la hauteur de cette inquiétude? Il est possible, il est probable que non. Mais aux yeux de ces antifascistes obsessionnels, de ceux qui vivent dans ce fantasme, eh bien, cette inquiétude elle-même est nauséabonde. Eh bien, on va continuer à parler. Voilà le problème. Elle est nauséabonde parce que qu'aurait dû-il faire? Au lieu de dire, ils ont crédibilisé Zemmour. On ne vous arrête plus, oui. Ils auraient dit, c'est incroyable, Jacques Julliard, c'est un homme de gauche.
Mais pourquoi Il ne se pose pense-t-il pas les cela? bonnes questions selon vous. Mais non, puisqu'ils dressent des listes de suspects, puisqu'ils n'ont qu'une pensée, qui est une pensée stalinienne, dévoiler le vrai visage de l'ennemi. Y ajouter d'autres personnes. On pense notamment Manuel Valls régulièrement. On va continuer à en parler. Vous posez les questions aussi essentielles. La France peut-elle demeurer? Le rôle des journalistes, des intellectuels également. Nous allons en parler avec Dimitri, bien sûr, et Mathieu Bock-Côté qui nous rejoint.